le deuxième élément, c'est que le président Biden avait lancé l'idée de qualifier un certain nombre d'États africains et de leur gratifier du statut de démocratie. Il avait d'ailleurs appelé ça l'Alliance des démocraties. Le président Donald Trump ne réagira pas comme ça. Qui avait qualifié, je crois, lors du sommet de G7 à Biarritz, il avait qualifié le président égyptien de son meilleur dictateur préféré. Oui, son dictateur préféré. Ouais. Bonsoir à tous, c'est jour d'investiture aujourd'hui aux États-Unis. Le président Donald Trump fera son retour à la Maison-Blanche. Et pour en parler, je suis en compagnie d'Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Carlyle. Vous êtes habitué à votre ami Alfred Audiret. Ce dimanche soir, devant ses fans à Washington, Donald Trump disait « Demain à midi, le rideau tombera sur 4 années de déclin américain et nous débuterons un nouveau jour complet de force, de prospérité, de dignité et de fiertés américaines. » Emmanuel, qui est ce nouveau Donald Trump qui retourne à la Maison-Blanche? Vers quoi se tourne l'Amérique concrètement aujourd'hui? On peut appeler ça la révolution Make America Great Again. C'est le slogan qu'il avait utilisé à moult occasions lors de ses meetings. Il adore d'ailleurs ses meetings. Il s'est d'ailleurs donné une dernière... Il s'est fait un tweet, comme disent les anglo-saxons, les Américains, un petit plaisir avant de rentrer dans le dur et donc l'institutionnel. Avec ses supporters qui ont attendu longtemps. Alors, les téléspectateurs ne le savent pas forcément, mais c'est là une des pires tempêtes glaciales aux États-Unis actuellement. Il y a un froid polaire qui est annoncé. Et donc, du coup, pour des raisons de sécurité, au sens propre du terme, la grande messe avec les 200 000 personnes sur le mall devant le Capitole, entre le Capitole et le mémorial de Lincoln, n'aura pas lieu. Donc, du coup, les supporters de Donald Trump étaient un petit peu marris de ne pas le voir. Donc, un grand meeting a eu lieu, effectivement, hier soir. J'ai écouté ce meeting et le discours du président, qui était un discours assez lunaire, mais finalement assez proche de ce que vont être les 4 prochaines années, avec un détricotage méticuleux de tout ce qui a été fait par la précédente administration. Il est allé, disons, item par item. Premièrement, en mettant en avant le fait que tout ce qui va mieux sur la scène internationale, c'est grâce à lui. La libération des otages, par exemple, à Gaza, il l'a évoqué en disant que ce n'est pas l'administration Biden, mais son missile dominici. D'ailleurs, une partie de son discours a été composée de name-dropping en disant « Voilà le futur gouvernement que je vous propose ». Il a évoqué d'ailleurs, parmi les premiers, Stephen Witkoff, qui est celui qui a agi en sous-main de manière sous-jacente pour obtenir la libération, les trois premiers otages parmi les 33 que le Hamas a décidé de libérer. Alors, en matière de politique étrangère, le président Donald Trump est attendu au tournant, notamment sur un certain nombre de conflits dont il entend mettre fin assez rapidement. Les 24 heures pour l'Ukraine se sont transformées en 6 mois. On y reviendra. Mais, encore une fois, c'est un élément. Alors, ce à quoi il faut s'attendre, premièrement, c'est comme je le disais, une révolution copernicienne, car Donald Trump l'a dit hier soir, lors de son meeting préélectoral, dès qu'il aura été investi, c'est-à-dire ce 20 janvier à midi, il ira au Capitole, c'est pas encore sûr, au Capitole ou à la Maison-Blanche pour signer ce qu'on appelle des executive orders. Qu'est-ce qu'un executive order? Un décret présidentiel. Il a d'ailleurs évoqué le fait qu'il pourrait signer d'une seule traite, ce qui est encore une fois une nouveauté, mais tout est nouveau avec Donald Trump 2.0 ou Donald Trump deuxième mouture, près de 200 décrets présidentiels en même temps. Ce serait du jamais vu dans l'histoire américaine. Il avait signé 38 décrets en 2017. Oui, mais là on parle de 200, fond, là, ouais. Et en fait ce sont des décrets qui remettent en cause tout ce que l'administration précédente avait évoqué. Par exemple, l'interdiction de l'exploitation ou du développement des éoliennes. Oui, la levée des restrictions sur les fourrages. Alors, lever des restrictions sur les fourrages est un élément du dossier énergétique, mais le deuxième élément, c'est l'interdiction des éoliennes ou la limitation des éoliennes pour mettre en avant le fait que les États-Unis ont besoin de pétrole et de gaz, a priori. Ayons à l'esprit qu'ils en consomment 20 millions de barils par jour. Ça reste le premier pays en termes de réserve, en termes de production. Donc, ils ont besoin d'encore plus de matières
de production de hydrocarbone. D'ailleurs, il l'a dit lors de son discours, il faut forer. Dans sa logique de cette combativité qu'il met en avant. Ensuite, donc c'est la fin de l'accord de Paris aussi, hein? Ah ben, de toute façon, il l'a dit. Ça fait partie des executive orders, je les ai là sous les yeux. Sorti de nouveau, comme il l'avait fait en 2017, dans les jours qui ont suivi son investiture, de l'accord de Paris que Biden avait remis au goût du jour. Ensuite, état d'urgence et fermeture des frontières. Voilà un leitmotiv sur lequel le président Trump est assez arc-bouté, avec l'idée que plus un seul migrant non régulier ne rentre en territoire américain, avec la finalisation de son grand dessein qui avait été bloqué par l'administration Biden, c'est-à-dire le mur, ce fameux mur, le long de la frontière avec le Mexique. Il a d'ores et déjà dit que la garde nationale, une partie donc des forces armées, seront consacrées à la construction de ce mur, qui ne coûte pas grand-chose, qui de toute façon n'aura pas une efficacité redoutable, mais c'est le symbole en disant qu'il faut mettre fin à l'immigration, en tout cas l'immigration subie. Sortie de l'accord de Paris, fin des restrictions de forage énergétique, fermeture des parcs éoliens offshore, comme je l'évoquais. Et puis, un grand sujet sur lequel le président Donald Trump a été assez disert hier, la fin du wokisme. Ça, c'est quand même un... Dans l'armée. En général. Mais dans l'armée, alors l'armée, ça prend un poids très particulier, c'est-à-dire interdiction des transgenres qui servent actuellement dans l'armée, ce qui était quelque chose qui avait été autorisé sous l'administration Biden, fermeture des bureaux, ce qu'on appelle les bureaux DEI, diversité, équité et inclusion au sein de toutes les agences fédérales, fin des subventions des universités qualifiées de trop woke et de trop, LGBT, parce que c'est ça dont il s'agit, et donc on est dans un retour en arrière, en tout cas en termes d'égalité des droits pour les fonctionnaires américains, gel des embauches des gouvernements fédéraux et agences, en particulier dans ce qui concerne cette thématique. Et puis le dernier élément qui va être de plus en plus à l'ordre du jour, suspension des habilitations de sécurité pour les 51, c'est précis, 51 fonctionnaires qui ont menti sur l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden en 2020. Et dernier point, et c'était un peu une surprise, il a annoncé une grâce présidentielle pour les auteurs de l'attaque du 6 janvier 2020. Qu'il appelle les otages du 6 janvier. Qu'il appelle effectivement les otages. Immigration, levée des restrictions sur le forage, fin du wokisme dans l'armée de manière générale. Certains prophétisaient, Emmanuel, une Amérique profondément divisée au lendemain des élections. Avec sa victoire sans bavure, franchement, est-ce qu'on n'assiste pas là, comme vous le dites aussi, à la naissance d'une nouvelle majorité américaine aujourd'hui et qu'on a un président qui pourra mettre sans obstacle son programme de gouvernement? Il n'y a qu'en Europe qu'on pense que l'Amérique est divisée. Parce que si on regarde les chiffres, le président Donald Trump a réussi un sans faute. Il a une majorité à 360 degrés, jamais aussi forte que depuis 1928, avec la majorité du vote populaire. Près de 72 millions de votants, 5 millions de plus que n'avait eu Mme Kamala Harris, avec une majorité des grands électeurs, 291 électeurs, ce qui a fait sa victoire. Certes. Ensuite, il y a le pouvoir législatif. Il a les deux chambres. 53 sénateurs contre 47 sénateurs démocrates. Il a la majorité à la Chambre des représentants. Il a la majorité des juges à la Cour constitutionnelle. Il a la majorité des gouverneurs. Les chiffres que j'ai sous les yeux, c'est à peu près 27 gouverneurs, donc c'est une petite majorité, mais ça, une majorité, 27 gouverneurs sur 50. Il a gagné les 7 États pivots, non pas un, mais les 7 États pivots. Donc il a une majorité des 3 pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire. Donc c'est un surpouvoir, un pouvoir immanent. Il ne peut pas être empêché, il ne peut plus être empêché, puisque... On dit 312 grands électeurs qu'il a gagné. On me dit à l'oreillette qu'il a gagné 312 grands électeurs. Ah, ben vous voyez, le chiffre était... Fact-checking, merci à Romain. Voilà, c'est très bien pour un fact-check immédiat. Moi, j'en étais resté à 291. Il n'en demeure pas moins qu'il a obtenu la majorité absolue nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Et puis, on pourrait effectivement continuer sur le fait que, contrairement à ce qu'on pense, c'est vrai, de ce côté de l'Atlantique, certes, c'est une Amérique qui peut sembler polarisée
entre la côte Est et la côte Ouest, mais si l'on regarde les minorités, c'est important les minorités parce que les États-Unis est en fait un agglomérat de minorités, les 36 millions d'hispanos, d'hispanophones, donc les latinos comme on les appelle là-bas, les 34 millions d'Afro-Américains, il y a une progression énorme du vote républicain. Ça veut dire que le président Donald Trump, qui peut apparaître comme clivant dans une logique gauche-droite ou dans une logique d'un conservatisme et d'un réformisme, finalement, est en train d'accomplir le rêve du Parti républicain de longue date de faire du Parti démocrate un parti ultra-minoritaire. Et là-dessus, il a partiellement réussi. Être accompli, on dirait. On va essayer de parler un peu de l'actualité internationale, Emmanuel. Sur le conflit ukrainien, vous avez dit qu'il avait promis de régler la situation en 24 heures. Aujourd'hui, il semblerait trop pédaler, mais il a quand même demandé, selon les dernières informations du CNN, il a demandé à ses collaborateurs d'organiser un appel avec le président russe. Est-ce qu'il faut s'attendre quand même à une accélération des discussions dans les prochaines heures, dans les prochains jours sur ce sujet? Moi, je ne suis pas dans le secret, évidemment, des négociations américaines, loin s'en faut, mais quand même, je vois un certain nombre d'éléments, un faisceau d'indices et des éléments prégnants, à peu près comme son négociation avec les otages de Gaza. Il y a deux courants, deux canaux de négociateurs. Les négociateurs officiels américains, aujourd'hui, Biden. Parmi les dernières décisions de Joe Biden, c'est à peu près logique qu'il le fasse. Il a décidé d'accorder 8 milliards d'euros supplémentaires pour l'armement dont ont besoin les Ukrainiens. Ça ne veut pas dire que le président américain, le futur président américain, le président américain dans quelques heures, va le valider. Toujours est-il qu'un des derniers executive orders de Biden est de tout faire pour montrer que l'administration Biden a été constante jusqu'au bout. Alors, il y a effectivement une négociation parallèle. Et d'ailleurs, elle a pris la forme et le nom d'une personne qui a été citée lors du débat hier soir, enfin du débat, c'est pas vraiment un débat, du grand meeting. Il s'appelle Keith Kellogg. C'est un général américain, un général deuxième section, qui a été chargé par le président Trump, de proposer un plan. Alors, de quoi s'agit-il? C'est pas un abandon des Ukrainiens. C'est une pression sur l'actuel gouvernement ukrainien pour qu'il concède un certain nombre d'éléments qui aboutira à une paix dans un temps donné, qui ne sera pas aujourd'hui, puisque le président Trump lui-même a dit que, malgré sa promesse de régler tout ça en 24 heures, ça prendra quand même un petit peu plus de temps. Donc c'est donner un peu plus de marge de manœuvre à l'Ukraine. C'est continuer à soutenir l'Ukraine financièrement, mais avec un horizon, une planification, c'est-à-dire une deadline, comme on dit, avec l'idée selon laquelle il faut accomplir des résultats, sinon le moment échéant, à échéance donnée, les Américains ne seront plus là. Deuxième élément, c'est de donner la responsabilité des garanties de sécurité, à défaut d'une adhésion dans l'OTAN, à d'autres, notamment à la Grande-Bretagne, à la France, à la Pologne et à l'Allemagne. Pour l'instant, la France est le seul qui a répondu présent. En tout cas, le président Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky le 13 janvier dernier, et avec Volodymyr Zelensky et Donald Trump le 7 décembre, quand il s'est agi de réouvrir Notre-Dame, ont évoqué l'idée selon laquelle la France pourrait déployer des troupes sur le terrain. Ça fait partie de ces garanties de sécurité que j'évoquais. Et puis, troisième élément, la perspective. Une fois que l'on a abouti à un cessez-le-feu, il faut aboutir à un accord de paix. Une fois qu'on a abouti à un accord de paix, il faut repenser l'architecture de sécurité et de coopération avec les pays qui font face à la Russie. Il faut donc prévoir non seulement la fin du conflit en Ukraine, mais se prémunir d'un futur conflit que les Russes pourraient avoir envie d'initier de manière hybride, de manière sous-jacente, contre un certain nombre de pays membres de l'OTAN. On pense aux pays baltes, on pense à la mer Baltique, on pense à l'Estonie. Donc le président Donald Trump, pour résumer mon propos, sait très bien qu'il va devoir gérer une adversité avec la Russie, il va devoir régler le conflit en Ukraine, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire la paix avec la Russie. Car ses électeurs considèrent toujours la Russie comme une menace. Et les industries de défense américaines, celles qui fournissent 80% des armes qui sont livrées en Ukraine, savent très bien que si la source tarit, car quand nous donnons de l'argent à l'Ukraine, l'Union européenne en donne autant, peut-être même un peu plus que les États-Unis. Une partie de cet argent ne revient pas dans les industries de défense européennes, mais revient dans les industries de défense américaines. Et ça, Donald Trump, il le sait très bien. Et que s'il n'y a plus de guerre en Ukraine, il ne faut pas s'en réjouir, parce que ça veut dire qu'il lui faudra un autre conflit. Le conflit avec la Chine,
le containment vis-à-vis de l'Iran, la pression maximale sur l'Iran, mais ce n'est pas la fin de la conflictualité, en tout cas sur la planète. Parlons de la Chine, est-ce qu'il faut craindre aussi une guerre commerciale un peu plus agressive dès aujourd'hui avec, Alors, la Chine? Il souffre le chaud et le froid. Premièrement, il invite le président Xi Jinping à son investiture. Le président Xi Jinping a décidé de ne pas venir. D'ailleurs, pour la petite histoire, il avait aussi invité Vladimir Poutine, il n'avait pas invité Volodymyr Zelensky, je le précise. Interdiction de TikTok sous l'administration Biden, que le président Donald Trump veut remettre en cause, puisqu'il a proposé dans les heures précédentes une solution, un investissement à 50% d'industriels américains qui viendraient bloquer la fermeture de TikTok. Donc ça veut dire qu'on essaie quand même de ne pas rentrer frontalement contre la Chine. Mais dans le même temps, vous l'avez rappelé, là aussi, il faut avoir à l'esprit que l'Inflation Reduction Act, les 400 milliards de dollars, qui sont prévus pour récupérer une partie de la manne financière donc de la coopération bilatérale des États-Unis avec l'Europe ou avec la Chine pour une adaptation climatique, va être reprise différemment en compte par le président Donald Trump, évoquant des taxations supplémentaires, 10, 20, 30, il évoque même 200% sur un certain nombre de productions chinoises, ce qui nous ramène quand même à une réalité, c'est que la coopération entre nos deux continents est un sujet de préoccupation majeur pour le président Donald Trump. Le commerce bilatéral entre l'Europe et l'Union européenne et les États-Unis est bénéficiaire pour l'Europe. J'ai fait mon homework, comme on dit. 502 milliards d'euros d'échanges commerciaux, exportation, importation entre l'Union européenne et les États-Unis, mais avec un excédent, d'ailleurs Donald Trump le dit, cet excédent de 160 milliards d'euros en faveur des industries européennes n'est pas normal. Donc, il y aura une surtaxation, non seulement vis-à-vis de la Chine, mais vis-à-vis de l'Europe. Et c'est là où il y a un vrai problème. C'est qu'à un moment ou à un autre, ça veut dire que l'Europe et la Chine ont intérêt à trouver les moyens de convaincre le président Donald Trump de ne pas surtaxer un certain nombre de productions. Pour la Chine, on le sait, ce sont des productions que les États-Unis ne veulent pas laisser exclusivement à la Chine. Les microprocesseurs, l'intelligence artificielle, l'investissement dans l'intelligence artificielle, l'investissement dans l'ingénierie, donc la base industrielle et technologique de défense, dans le spatial, pour nous, c'est autre chose. Ce sont des productions agricoles, des productions dans le luxe, des productions, de la production agroalimentaire. Donc c'est moins stratégique aux yeux des Américains, mais ça, paradoxalement, concède l'idée que l'Union européenne et la Chine sont logées à la même enseigne. Parlons maintenant d'Afrique. Comment son retour est perçu par les dirigeants africains? Certains ont... Est-ce que certains sont tentés par ces idées protectionnistes? Déjà, certains s'inscrivent dans le « Make Africa Great Again ». Ça tombe bien. Dans le MAGA, c'est pareil. C'est le même slogan. Donc ça peut effectivement rassembler un certain nombre de responsables politiques africains. J'ai en tête le fait qu'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement avaient pressenti, contrairement à l'Europe, l'idée sur laquelle il fallait aller très vite et très en amont discuter avec la future administration Donald Trump. On parle d'un nom en particulier, Peter Phan, l'ancien haut représentant américain pour les Grands Lacs, puis le représentant pour le Sahel, qui est passé par l'Atlantic Council et qui pourrait devenir dans quelques temps le sous-secrétaire d'État chargé des questions africaines. Donc un certain nombre de délégations, une délégation du président Tshisekedi et une délégation du président Sassou Nguesso, se sont rendus à Washington pour discuter avec ceux qui font la politique étrangère américaine et singulièrement la politique africaine, Heritage Foundation ou l'Hudson Institute. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que le président Biden avait lancé l'idée de qualifier un certain nombre d'États africains et de leur gratifier du statut de démocratie. Il avait d'ailleurs appelé ça l'Alliance des démocraties, en favorisant des pays comme la Zambie, en favorisant des pays comme le Kenya, en invitant le président Kagame. La discussion reste ouverte si oui ou non le Rwanda est, selon les critères internationaux, une démocratie, mais faisant de certains pays africains des partenaires privilégiés et d'autres moins. Le président Donald Trump ne réagira pas comme ça. Qui avait qualifié, je crois, lors du sommet de G7 à Biarritz, il avait qualifié le
le président égyptien de son meilleur dictateur préféré. Oui, son dictateur préféré, oui. Alors, c'est vrai pour le président Sisi, c'est vrai évidemment aussi pour le président Kagame, tous les hommes forts, tous les hommes qui assurent une croissance exponentielle, le président Ghazouani avec une croissance de 10 à 12%, et puis accessoirement parce qu'on y a découvert du pétrole et du gaz, deviendront de facto un vecteur important d'influence transatlantique. Et puis il y a un deuxième élément dans tout ça, c'est que le président Donald Trump est un transactionnel. Donc à partir du moment où on peut faire des deals bilatéraux avec un certain nombre de pays africains pour l'exportation de matériel militaire, vous évoquez l'Égypte, qui est le premier client de matériel militaire américain sur le continent africain. En matière de nucléaire, là-dessus il va y avoir une concurrence entre les producteurs d'énergie atomique et les constructeurs de centrales, que sont les Russes, que sont les Français ou que sont les Australiens ou les Canadiens. Troisième élément, le fait que les États-Unis ont besoin de s'ancrer militairement et de garder leur présence dans actuellement 35 pays africains pour la lutte contre le terrorisme, contre la criminalité organisée. Ne jamais oublier que c'est désormais dans le golfe de Guinée qu'une bonne partie du narcotrafic qui va de l'Amérique latine vers l'Europe et de l'Europe vers les États-Unis provient et transite par la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée-Bissau, où transite comme les dernières réceptions ou les dernières interceptions de produits illicites le prouvent dans les eaux territoriales du Cap-Vert, par exemple. Donc il y a aussi de la part des États-Unis la volonté de rester arrimés dans un partenariat sécuritaire avec le continent africain. Et puis dernier point, les États-Unis ont besoin de partenaires sérieux et avec lequel ils peuvent s'appuyer au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec l'idée selon laquelle on va sans doute avancer, assez paradoxalement, pour enfin l'ancrage de 2 membres permanents du continent africain. L'Afrique du Sud est quasiment actée parce qu'elle fait partie du G20 et accessoirement parce qu'elle fait partie du G20 et des BRICS, c'est ce qui la qualifie, mais le dernier pays qui pourrait rentrer, c'est le Maroc. Et donc, de ce point de vue, il faut avoir à l'esprit que qui a signé les accords d'Abraham sous la présence de Donald Trump aussi. Le président Donald Trump, parmi ses dernières executive orders en 2020, avait reconnu la marocanité du Sahara. Donc, c'est une certaine forme de continuité. Dernière question pour parler des BRICS. Il a menacé ces pays-là de leur fermer la porte du marché américain s'ils tentaient de s'émanciper du dollar. On sait qu'il y a pas mal de pays africains qui sont dans les BRICS et qui souhaitent intégrer les BRICS. C'est une menace qui pourrait mettre en œuvre très bientôt. Oui, alors on est très loin de la dédollarisation de l'économie quand même. C'est vrai que si on écoute l'actuel président du Brésil, Lula da Silva, et Dilma Rousseff, chargé de la banque du développement des BRICS, on est dans une logique de dédollarisation. Pas certain que les nouveaux entrants, ceux qui ont rejoint les 5 membres initiaux des BRICS, enfin les 4 plus 1, 5 membres initiaux des BRICS, sont dans cette logique. Car un certain nombre de pays qui rentrent dans les BRICS aujourd'hui, prenons le cas de ceux qui sont rentrés en 2023, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, même si elle ne l'a pas encore ratifié, sont soit dans une logique de dédollarisation de l'économie ou de remise en cause de l'extraterritorialité du dollar. La menace est là. Les pays des BRICS vont sans doute un peu aseptiser leur opposition à un bloc occidental. D'ailleurs, les BRICS ne sont pas une organisation anti-occidentale, c'est une organisation non occidentale avec des pays qui sont des pays connecteurs. Prenons l'exemple de l'Inde. L'Inde, qui est un des membres fondateurs des BRICS, le Premier ministre Narendra Modi, qui peut apparaître comme très anti-occidental d'un côté, n'en est pas moins un partenaire stratégique dans le cadre d'un développement d'un agenda indo-pacifique. Il sera en visite de l'État en France très bientôt. Il fait partie d'une organisation qui s'appelle le Quad, qui regroupe à la fois l'Australie, les États-Unis, le Japon et l'Inde. Merci beaucoup Emmanuel, merci d'avoir cette notre invitation. Merci à Romain Clicquot de Main à la réalisation. Portez-vous bien, bonne soirée et à demain.